Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. Aujourd'hui, plus de 750 000 personnes en France bénéficient d'un service de téléassistance. Ce chiffre est en forte hausse, preuve évidemment que le besoin de sécurité à domicile est bien réel. Et puis ce chiffre illustre aussi évidemment ce souhait des Français de rester le plus longtemps possible à domicile. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui change, c'est la nature même de ces services. On ne parle plus seulement de réagir en cas d'urgence, mais d'anticiper, de prévenir. Et grâce à l'IA, il devient possible de détecter de plus en plus tôt certaines fragilités et d'alerter aussi avant qu'un incident ne survienne, la fameuse chute, et d'offrir aux aidants une vraie sérénité, en tout cas une sérénité aussi maximum que possible. Alors Tunstall Vitalis, Alain Monteux est bien présent, qui soutient cette rencontre, est un acteur majeur, puisque vous êtes leader de la téléassistance en France. Avec 250 000 bénéficiaires. Avec 250 000 bénéficiaires sur 750 000, donc. Accompagné donc 24 heures sur 24, et vous, évidemment, vous êtes là pour favoriser le bien-être à domicile. Mais cette transformation avec donc toute cette intelligence artificielle pose aussi des questions. Comment concilier innovation, confiance et lien humain? Comment faire en sorte que l'IA reste un outil au service de la personne et non l'inverse? Alors pour en débattre, nous avons réuni des invités au profil complémentaire, donc experts, acteurs et utilisateurs. Donc Alain Monteux, président de Tunstall Vitalis. Vous nous parlerez, Alain, de la transition de la téléassistance, de la réaction à la prévention et de la vision portée par Tunstall en France et en Belgique éventuellement. Maxence Hott, vous êtes président de FEADOM, un service d'aide à domicile implanté à Cagnes-sur-Mer et à Antibes, et vous aborderez la question de l'intégration de l'IA dans le domaine du service à la personne. On est d'accord? Michael Briquet, vous êtes ergothérapeute et vous êtes fondateur de Merci Julie, une entreprise solidaire d'utilité sociale qui accompagne la perte d'autonomie dans l'adaptation du logement. Et vous allez nous partager votre regard de terrain sur les usages et les besoins des utilisateurs. Et enfin, Frédéric Haribault, vous êtes à la fois aidante et dirigeante d'entreprise, donc imagine que vous avez des emplois du temps et une charge mentale bien lourde. Et vous allez nous livrer, donc, en conclusion de cette table ronde, un témoignage personnel sur votre attente et puis peut-être à généraliser sur les attentes des familles face à l'IA et le besoin de clarté et de confiance. Voilà. Alors pour commencer, la téléassistance aujourd'hui et demain, je me tourne vers vous, Alain Monteux. Donc vous êtes à la tête de Tunstall Vitalis, vous connaissez bien les enjeux du vieillissement actuel et notamment l'isolement que connaissent beaucoup de familles. La téléassistance, j'imagine que si je vous demande si c'est une réponse à ces questions, vous allez me répondre oui. Oui, je vais vous répondre oui, d'autant plus que la téléassistance est le seul service connecté 24 heures sur 24 au domicile, et donc qui peut intervenir en cas d'urgence, de malaise, ou simplement pour échanger, voire pour rire également. Alors c'est intéressant parce que la téléassistance, tout le monde connaît le petit bouton rouge qui permet justement ces appels, mais aujourd'hui il y a plein d'autres choses. On peut sécuriser le domicile, on peut sécuriser la personne, on peut sécuriser la personne en mobilité et on peut apporter du lien social. Mais la téléassistance reste principalement du réactif, c'est-à-dire le bénéficiaire au domicile va appeler, va exprimer un besoin et on va lui répondre. Et donc toute la question, c'est comment on va passer dans une logique réactive à une logique préventive. Voilà. Et vous, donc c'est des questions que vous posez, j'imagine, beaucoup ces dernières années. Comment on travaille là-dessus? Vous avez des exemples? Donc aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir énormément de capteurs à domicile
L'intelligence artificielle va apporter une analyse de ces capteurs beaucoup plus fine qu'on pouvait le faire avant avec des systèmes d'actimétrie simples. On va pouvoir analyser le sommeil, on va pouvoir analyser le lien social, on va pouvoir analyser la mobilité, on va pouvoir analyser l'activité, notamment l'activité par pièce, on va pouvoir analyser les sorties. On va avoir un certain nombre de paramètres grâce à des capteurs. Par exemple, on va pouvoir suivre la nutrition en mettant un capteur sur un tiroir à couvert ou sur un réfrigérateur. On va pouvoir analyser vos sorties avec un capteur de porte et tout un tas de capteurs de mouvement. On va même pouvoir éventuellement mettre des capteurs actifs qui vont permettre d'être encore plus précis dans les images analysées. Et l'intelligence artificielle qu'on va mettre derrière va permettre d'analyser des signaux faibles qu'on ne va pas voir à l'œil nu. Parce que bien sûr, à l'œil nu, je vais voir que tiens, soudainement, vous vous déplacez 4 fois par nuit aux toilettes. Ok, mais les petits glissements petit à petit, vous vous levez un peu plus tard, vous mangez plus tard, ou tiens, le capteur va voir que tous les matins, vous étiez avec votre journal et que votre journal il a disparu. Voilà, elle va voir tous ces éléments et elle va produire des rapports, des analyses et des alertes. Alors des alertes s'il y a quelque chose de grave et des rapports à destination d'une équipe de soins toutes les semaines. Et pourquoi c'est intéressant et je suis content que Michael soit là? Parce que nous, on ne conçoit pas nos solutions de téléassistance préventive sans le support d'une équipe de soins. Parce qu'on ne veut pas apporter de la charge mentale supplémentaire aux aidants en leur disant tiens, votre papa, Marie, il est passé 4 fois aux toilettes cette nuit. Je ne sais pas ce que vous faites avec ça. On n'en fait pas grand-chose, effectivement, surtout quand on habite à 600 km de là. Voilà. Donc nous, nos rapports et nos alertes, on les transmet à une équipe de soins, que ce soit des ergothérapeutes ou des infirmières, et ce sont eux qui font le lien avec les patients, les bénéficiaires ou la famille. Et alors justement, les patients, comment vivent-ils? Est-ce qu'ils vivent ces nouveaux outils comme de potentielles intrusions ou est-ce que finalement ils l'ont assimilé? Comment ils vivent ça? Est-ce qu'il y a la crainte d'héberger un Big Brother chez soi? Comment ça se passe? Alors bien sûr qu'il y a cette crainte, comme tout un chacun, mais comme tout un chacun, quand vous êtes sur Internet, avec votre mobile, avec votre carte bleue, avec votre compteur électrique. En fait, bien évidemment, il faut avoir des solutions développées qui respectent le RGPD et les normes de sécurité, mais il faut surtout expliquer. Et quand vous expliquez aux personnes âgées et que vous prenez le temps d'expliquer, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle va être pour eux l'utilité? Mais dans une immense majorité, les personnes vous disent oui parce qu'elles ont compris. Elles ont compris que les données vont rester en local, que le processeur il est en local, qu'il n'y a pas de vidéo qui va sortir. Et par contre, ça va générer des alertes et que derrière, une équipe de soins va pouvoir s'occuper d'eux s'il y a besoin. Oui, parce que c'est important de le dire, il n'y a pas de vidéo, effectivement. Ce sont des analyses de routine qui sont effectuées et qui vont vous permettre, vous, de voir effectivement qu'il peut y avoir des glissements sur tel ou tel sujet. C'est bien ça? C'est exactement ça. Il y a des capteurs passifs et des capteurs actifs. Il n'y a aucune une vidéo qui sorte. Mais effectivement, quand vous êtes avec des capteurs actifs, ça vous permet d'être beaucoup plus fin sur l'analyse. Je prenais l'exemple du journal qui a disparu, je prenais l'exemple de la personne qui s'allongeait sur son sofa et qui ne s'allonge plus. Tout un tas d'exemples comme ça qu'un capteur passif ne va pas être en capacité de détecter. Et donc vous, alors Tunstall Vitaris, vous êtes à la fois en France et en Belgique, c'est bien ça? Oui, et c'est notamment des solutions qu'on a beaucoup développées en Belgique. Et pourquoi on les a beaucoup développées en Belgique? Parce qu'il y a des aides et des financements pour ce type de solutions qui sont parfois un peu difficiles à trouver en France. Ah, d'accord. Par exemple? Il y a aujourd'hui des régions en Belgique qui ont pris ce sujet de la téléassistance préventive, de la téléassistance digitale en main et qui aujourd'hui la financent pour mettre en place les équipements et qui servent d'un premier lieu à permettre à la personne d'être en meilleure santé chez elle plus longtemps et qui permettent aussi aux équipes qui interviennent à domicile d'adapter les plans de soins.
Je voudrais revenir juste 2 minutes sur le point qu'on abordait juste précédemment sur la plateforme et l'équipe de soins. Est-ce que les professionnels de santé se saisissent assez facilement de toutes ces données qui sont des données un petit peu à bas bruit finalement, qui sont vraiment dans la prévention? Alors nous, dans notre idée, c'est nous qui faisons intervenir une équipe de santé qui fait partie de la solution qu'on met en place. Maintenant, c'est des solutions aujourd'hui qu'on met en place aussi avec des CRT en France. Et à ce moment-là, ce sont généralement les équipes de soins du CRT qui s'en emparent et qui sont demandeuses de ce type de solution. D'accord, donc ça, la coordination se fait toujours bien. Se fait toujours bien. On va dire qu'elle se fait bien et qu'elle se fera demain encore mieux. Voilà, vous avez de l'espoir, c'est bien. Je passe à vous, Maxence Haute. Moi, je voudrais bien savoir comment l'IA s'intègre dans le service à la personne de manière concrète, puisque vous êtes donc à la tête de FEADOM, qui est donc le régional de l'étape. Comment vous vivez cette révolution de l'IA? En général, quand on en parle, c'est plutôt pour dire qu'on en a peur. Donc là, il y a une ambivalence, ou bien vous êtes plutôt positif sur la question? Alors pour nous, c'est quelque chose d'important et qui va nous permettre de passer un cap dans l'accompagnement des personnes au quotidien. L'IA, on a pris le pas récemment, notamment avec nos partenaires comme les éditeurs de logiciels qui viennent l'intégrer petit à petit dedans. Au quotidien, on va le retrouver sur des choses très simples, sur de la synthèse de compte rendu téléphonique, où la personne, le coordinateur, il va gagner du temps à ce niveau-là. Il n'aura pas à retaper derrière ce qui s'est dit. Il aura de suite un récap qui va pouvoir intégrer dans le dossier du bénéficiaire. On va aussi gagner du temps sur la planification et sur le remplacement. Aujourd'hui, on a des solutions qui existent qui nous permettent d'alléger la charge mentale des coordinateurs de planning, par exemple, pour faire en sorte que toutes les personnes aient leurs prestations en temps et en heure, surtout lorsqu'il y a plusieurs absences qui vont se présenter. Oui, donc là, on est vraiment sur l'organisationnel, sur l'administratif, sur finalement des tâches de secrétariat qui sont facilitées par l'IA. Exactement. Voilà, d'accord. Pour la gestion de planning, tout simplement. Tout à fait. Après, pour nous, l'intégration, elle doit aller au-delà. Aujourd'hui, l'IA, il doit nous permettre de faire un petit peu plus, un petit peu plus tôt et un petit peu mieux. Toutes nos tâches du quotidien. Dans la transmission d'informations, dans l'adaptation des interventions aussi en fonction de la situation de la personne. Ça peut être des échanges avec la téléassistance notamment. Voilà, on doit tendre à aller de ce côté-là. D'accord. Et vous avez déjà des bénéfices concrets en termes de coordination entre les acteurs de ces nouveaux outils? Pas encore. Pas encore parce qu'aujourd'hui, les logiciels ou les opérateurs ou les partenaires médico-sociaux de santé, on ne communique pas tous avec les mêmes outils. Aujourd'hui, c'est un problème pour nous puisque on parlait tout à l'heure avec Alain, un exemple très simple. Lorsqu'une personne est hospitalisée, nous, on va peut-être le savoir dans un certain délai, un peu plus tard. Mais à l'inverse, quand cette personne va faire son retour d'hospitalisation, on va peut-être être les premiers à le savoir et la téléassistance ne va pas le savoir. Donc aujourd'hui, c'est de se dire comment Alain et la structure d'Alain et moi-même, on peut communiquer simplement via un logiciel commun sur lequel toutes les informations, ou du moins les informations nécessaires, parce que je pense qu'il faut garder en tête que faire de la donnée pour de la donnée, c'est pas le but. Il faut que cette donnée soit utile et qu'on puisse échanger librement à ce niveau-là. Et ce qui va permettre d'enrichir les données qu'on a, qui va permettre d'enrichir l'intelligence artificielle, qui va permettre d'être plus pertinente et qui va permettre derrière aux équipes de soins de proposer des plans préventifs de façon encore plus pertinente. Là, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Alain Monteux tout à l'heure. Il y a des freins techniques et organisationnels à cette intégration de ces nouveaux outils? Alors oui, et je vais revenir un poil en avant sur la prédictive en soi. On a un exemple que tout le monde connaît et qui est incroyable, c'est l'exemple des montres connectées. Des montres connectées. Apple, Samsung. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont ces montres, il y a un suivi de la fréquence cardiaque dessus. Et en soi, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vu leur vie sauvée parce que cette petite montre, elle a fait un signal d'alerte à un moment donné pour dire qu'il y avait possiblement des troubles cardiaques. Et ça, c'est un usage concret, un cas d'usage concret sur lequel on pourrait se diriger, qui va nous permettre à nous tous, à tous les acteurs,
d'avancer et de faire en sorte que toutes les personnes vieillissent mieux, plus longtemps en bonne santé. Les freins, moi j'en vois 3. Le premier, c'est la peur. On l'a dit, la peur que Big Brother, c'est de l'IA, on ne contrôle pas, on ne sait pas ce qu'il en devient. Ça, vous le sentez, vous l'entendez, concrètement, il y a des réactions? Tout à fait. Que ce soit au niveau de nos bénéficiaires, au niveau des familles, mais aussi au niveau de nos intervenants, c'est quelque chose d'assez récent, de la manière dont on en parle. Cependant, avec le temps, ça va être beaucoup plus simple, ça va se démocratiser. Les anciens de demain sont les plus jeunes d'aujourd'hui, donc ce sera dans les usages. Après, le deuxième point, c'est l'interopérabilité des services. C'est le premier frein pour moi. Aujourd'hui, tous les acteurs vont avoir un logiciel qui ne communique pas les uns avec les autres. Et enfin, je pense que c'est la culture. La culture de changer, de passer d'une culture préventive à une culture réactive. Aujourd'hui, la téléassistance, nous-mêmes, on réagit à différents événements, à une chute, à quelque chose, et on doit aller dans cette prévention, ce qui va nous permettre de mieux accompagner au quotidien. Et ça, c'est un frein culturel, parce que c'est pas dans nos habitudes, parce qu'on est tellement habitué à manquer finalement que le système de santé, on en manque, hein, que finalement on n'est plus habitué dans le préventif. Alors, je ne vais pas m'engager sur un discours culturel, mais c'est peut-être la manière dont on a amené les choses au fur et à mesure des années qui nous ont amenés à faire de la réaction, plutôt que de la prévention. Aujourd'hui, on a récemment parlé de budget, de dépenses publiques, et si on s'oriente clairement sur de la prévention, ça a été prouvé, la Cour des comptes le rappelle, une année d'espérance de vie de gagnée, c'est 1 milliard d'euros économisés par an. En France, on est à 67 ans. Dans les pays nordiques, 74 ans. On a une marge de manœuvre à ce niveau-là sur laquelle il ne faut pas hésiter. Oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi une vraie différence culturelle aussi entre les pays nordiques et la France sur ces questions, sur d'abord le dispositif de téléassistance, mais globalement tous les dispositifs qui peuvent aider à bien vieillir, type déambulateurs, etc. Dans les pays nordiques, c'est beaucoup plus démocratisé et facile d'usage qu'en France, où on n'hésite pas, par pudeur, peut-être par agisme de la société aussi. Cette transformation digitale, cette transformation vers la prévention, elle est difficilement financée en France. Vous avez entendu tout à l'heure l'intervention de la TSA, qui a pris le sujet à bras-le-corps en Angleterre. Aujourd'hui, quand vous avez un financement de la téléassistance par la CARSAT, vous restez à des prix qui sont pour de la téléassistance basique, et c'est difficile de faire financer une téléassistance préventive qui va s'adapter aux besoins de la personne. Ça, c'est un vrai enjeu de changer ces modalités de financement. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Oui. Si au fil du temps vous avez envie de rajouter, je vous laisse. On se tourne maintenant vers l'ergonomie, l'ergothérapie et les usages de terrain avec Michael Briquet. Vous connaissez, alors vous êtes vraiment, vous, sur le terrain, au contact aussi avec les utilisateurs. Quels sont les besoins réels des bénéficiaires de téléassistance et aussi des aidants que vous rencontrez sur le terrain? Ça dépend si je parle pour eux ou si je les écoute. Parce que le problème, on a parlé de la prévention, c'est que on a souvent tendance à sous-estimer ses propres besoins. Donc c'est toujours le voisin qui a des problèmes, c'est pas moi. On est toujours le vieux d'un autre, donc on verra plus tard. Quand on a 85 ans, on peut se demander c'est quoi le plus tard. Donc nous, quand on va au domicile, évidemment avec notre casquette de professionnel de santé, pour faire de la prévention, on va tendance à définir un panel de besoins qu'il faudrait mettre en place le plus rapidement possible. Pardon, peut-être qu'il serait important que vous expliquiez à quel moment vous intervenez justement à domicile. Mais trop tard. Trop tard. Mais à quel moment? Qui suscite votre visite à domicile? Je vais vous donner la moyenne d'âge des personnes chez qui on intervient, c'est 81 ans. Ça vous donne une idée. D'accord. On est, mais c'est à l'initiative de qui? D'un évaluateur de l'APA, d'un évaluateur de la CARSAT, d'un CCAS, d'un professionnel médico-social. Après une hospitalisation. Après une hospitalisation.
peut-être demain après une téléassistance. Ouais. Mais on intervient, voilà, moyenne d'âge 81 ans, on intervient le plus souvent dans des situations où la fragilité est déjà largement dépassée, on arrive dans la dépendance, dans la perte d'autonomie, et donc modifier les habitudes de vie de la personne, c'est beaucoup plus compliqué. On parlait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si je demande la moyenne d'âge des personnes à qui on installe la téléassistance, on est au-delà de 80 ans, me semble-t-il. Et je pense même que plus de 95% des personnes chez qui on installe la téléassistance ont déjà eu un problème, ont déjà eu une chute, ont déjà eu une hospitalisation, se sont déjà retrouvés en situation d'isolement, et c'est les familles qui vont installer. Donc on a déjà passé le stade de la prévention primaire. Donc on est déjà dans le stade de la prévention secondaire, éviter que le risque ne s'aggrave. Voilà. Donc on intervient déjà un peu tard, malheureusement. Donc évidemment, on voudrait travailler plus tôt. Donc il faut changer nos façons aussi d'accompagner les seniors. Il faut aussi que le médecin traitant, parce qu'il faut aussi revenir le pharmacien, sont aussi des personnes qui doivent nous prescrire, et nous prescrire plus tôt. Ne pas attendre, encore une fois, que les choses s'installent chez ces personnes, parce que là, ça devient compliqué. Si vous prenez l'exemple, Alain a parlé tout à l'heure de repérer le tiroir des couverts qui s'ouvre, on peut mettre ça aussi sur les réfrigérateurs, très bien. Mais une fois que vous avez repéré que la personne a modifié ses habitudes alimentaires, comment vous faites ? Ça veut dire que là, on rentre dans un long processus de réadaptation. Parce qu'il y a souvent, il va y avoir une pathologie sous-jacente qui va se mettre en place. Il peut y avoir un événement familial, le décès d'un conjoint, une hospitalisation, qui va faire que la personne rentre dans un épisode de glissement. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 séances de réadaptation. On a ça en France, c'est les équipes spécialisées Alzheimer et sur les maladies apparentées. Vous avez ces séances. C'est le seul service en France où vous avez un accompagnement sur du long terme. C'est le seul. Pour le reste, ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas retraité, il y a des services qui existent, ce sont les SAMSA, les SAVES, qui vous prennent en charge. Il y a une vraie rupture d'égalité en France à partir du moment où vous passez à l'âge de la retraite, c'est que ces services-là ne sont plus financés. Donc je rejoins complètement ce que disait Alain tout à l'heure. Aujourd'hui en France, on n'a aucune structure qui va vous financer sur un suivi de réadaptation, parce que là on parle bien de réadaptation, sur 2, 3, 4 ou 5 séances. Et donc c'est un vrai choix qu'on doit faire, au-delà de dire déjà il faudrait installer le matériel plus tôt, mais effectivement ce n'est pas dans nos cultures françaises. Mettre en place. Alors oui, on met des montres connectées, Apple, Samsung, offerts à Noël par les enfants, les petits-enfants, etc. Parce que ça c'est sympa. Par contre, quand on va commencer à dire pour Noël, je vais vous offrir une téléassistance avec des capteurs à vos murs, vous voyez, la réaction n'est pas la même. Donc comment on va changer cette vision des choses, ça te fait rire. Et comment on va faire changer et évoluer les mentalités en France sur ces sujets. C'est un gros travail collectif. Je reviens vers vous, mais d'abord je voudrais savoir ce qui fait rire Alain. Non, parce que juste je veux corriger. Je pense qu'on a 50% des gens qui prennent la téléassistance, chez nous en tout cas, qui le prennent en mode prévention, avant qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Et donc on a à peu près 50% des gens qui ont la téléassistance qui ne sont pas financés par l'APA aujourd'hui. Donc il y a quand même des personnes qui le prennent avant. Sûrement pas assez, mais que ça existe quand même. Avec un enfant qui est le prescripteur. Pas forcément. Pareil, c'est 50-50. Donc de 50-50, on arrive à 75-25. On à peu près ça. On peut jouer sur les chiffres, mais il y a quand même, on voit que ces chiffres-là, ils augmentent. On voit aussi, tu parlais des montres, même si c'était de façon un peu moqueuse, que ça permet justement de faire un suivi, peut-être d'ailleurs avec moins de capteurs, et de rajeunir de façon très forte la moyenne d'âge. Et notamment, on va toucher des hommes beaucoup plus jeunes qui ont tendance à tenir le même raisonnement, c'est pas pour moi, mais une montre connectée, pourquoi pas. Donc on arrive à toucher d'autres personnes, mais il faut être en capacité de les accompagner dans le temps. Et je pense que l'IA, qui va encore une fois permettre de détecter et se mettre en relation derrière avec des services comme toi, ça peut permettre de participer, je dis bien participer, à résoudre une partie du problème. Mais participer une partie. Donc c'est un travail collectif.
Donc c'est pas l'un ou l'autre, oui, c'est tous ensemble. On doit aussi avoir un message beaucoup plus positif aussi sur le maintien de l'autonomie. C'est vrai que on entend ce matin perte d'autonomie, maintien de l'autonomie. Et donc comment on va arriver aussi à avoir ces discours-là qui vont donner un peu plus envie aux personnes de faire de la prévention. Et là aussi, quand on regarde un petit peu l'état de notre système de santé, peut-être qu'on ne pourra plus payer dans le temps certains types de prise en charge et qu'on va être quand même peut-être plus à même de réfléchir à que mettre en place en prévention si on doit faire des économies pour soi-même. En fait, si ça touche le système de santé, on est peut-être un peu moins regardant, mais quand ça va commencer à toucher nos propres dépenses, peut-être qu'on va faire ces efforts-là. Moi, je le regarde par rapport à notre profession d'ergothérapeute, où on est beaucoup plus sollicité, par exemple, en pédiatrie, où là, il peut y avoir des prises en charge avec les MDPH, mais pas que, où là, on va avoir des parents pour leurs enfants beaucoup plus à même d'aller financer, parce qu'on va avoir le bénéfice pour son enfant et pour plus tard. C'est vrai qu'en gériatrie, nous, ergothérapeutes, on est au final très peu sollicités en France, à cause d'un système de santé qui ne va pas financer nos prestations. Donc on a aussi un retard, on comparait par rapport aux pays du Nord, mais Alain parlait de la Belgique, même si le système n'est pas forcément totalement comparable. Mais en France, on a un vrai retard de prise en charge de ces sujets de maintien d'autonomie ou d'entrée dans la dépendance. Et cette réadaptation, elle a un coût. Quand vous avez un professionnel ou une équipe de professionnels pluriprofessionnels qui va venir chez vous 2, 3, 4, 5, 6 fois chez vous, ça a un coût. Donc il faut mesurer aussi cet impact financier. Si je viens chez vous 5 fois, 6 fois en prévention, qu'est-ce que ça fait faire comme économie au système de santé ? Tout ça, il faut le mettre en œuvre. Ça prend du temps, mais du temps on en a, nous, donc on peut y aller. J'ai l'impression, dans ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, que le fait de porter de plus en plus de montres connectées, quels que soient nos âges, finalement, nous prépare peu à peu à cette notion de prévention, voire de prévention de téléassistance progressivement, non ? Finalement, ça laisse le fait d'avoir sur soi des capteurs en permanence, finalement, ça décontracte peut-être au fait de porter un jour le fameux collier ou bracelet qu'on peut avoir. D'autant que je me rappelle d'une discussion avec Alain qui m'avait dit, j'ai trouvé ça hyper intéressant, qu'en fait la téléassistance, c'est pas juste pour rester à domicile. Vous m'aviez parlé, Alain, d'un des bénéficiaires qui faisait du vélo, qui était très âgé, qui aimait faire du vélo et dont le dispositif pouvait être effectivement très très utile et rassurant pour lui et ses proches. C'est exact. Et il faut arriver que ces mécanismes, ces solutions de téléassistance, qu'elles s'appellent téléassistance ou pas, permettent de toucher le plus grand nombre et le plus d'usages. J'ai un exemple très frappant dans le groupe où la même solution de monde de téléassistance va permettre d'équiper des personnes âgées à domicile, comme va permettre d'équiper des enfants pour rassurer les parents. Et pour être assuré. Et c'est exactement la même montre. Ah oui. Et ça se vend aux deux de la même façon. Mais ce que vous disiez là, sur les montres, par exemple pour aller faire du vélo, on est vraiment sur le canal de la motivation. Oui, aussi. C'est pas le même. En fait, il y a un canal plaisir et il y a un canal peur. Continuer à faire du vélo tout seul sur les chemins en forêt et mettre une montre pour repérer mon rythme cardiaque, etc., je le fais avec le sentiment de vouloir garder ce plaisir. Quand on va rentrer sur de la téléassistance, on est déjà moins sur cette notion de plaisir, on est sur cette notion de perte d'autonomie. Donc effectivement, ça va être comment, encore une fois, collectivement, on va être capable de faire passer ces messages plus positifs de cette surveillance, assistance. Peut-être que le mot est peut-être mal choisi aussi. Sans être infantilisante non plus. Sans être infantilisant, ouais. Voilà. Donc comment on va garder ce plaisir et aujourd'hui, quand on va porter la téléassistance, on a peut-être perdu cette notion-là. Donc le canal de la motivation, des activités signifiantes, il est aussi super important. Et
Vous vouliez rajouter quelque chose, Alain? J'avais encore une question pour vous, Mickaël, autour de le soutien de l'autonomie. Est-ce que finalement, on risque pas de... Vous n'avez pas ressenti, en tout cas dans ce que vous avez, des personnes que vous avez rencontrées, cette crainte d'une aide un peu déshumanisée avec le dispositif de téléassistance extrêmement préventif? Est-ce que finalement, vous avez eu l'impression qu'à un moment, les bénéficiaires pouvaient se dire ah ben oui, mais alors là, si je suis finalement scanné en permanence, on viendra peut-être moins me voir. Enfin, est-ce qu'il y a cette crainte finalement? En fait, il faut l'accompagner, il faut l'expliquer. De toute façon, aujourd'hui, c'est aussi un fait, on va manquer d'aide humaine. Voilà. Donc comment on va aussi compenser? Donc il faut mieux d'aide humaine. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des raisons objectives pour proposer l'intervention d'une aide humaine. Nous, on a mis en place un dispositif de téléergothérapie. Donc on appelle les personnes, on est à distance, et on objective le besoin d'intervention à domicile. Et les personnes le comprennent très bien. Elles ont été écoutées une première fois, elles se sont déjà rassurées. Elles savent qu'elles rentrent dans ce processus lent et glissant de cette perte d'autonomie, mais elles savent qu'elles ont été repérées une première fois. Il y a quelqu'un qui les a écoutées, on a fait déjà une première intervention, même si elle est à distance, et on va objectiver le fait de venir chez vous. Et puis après, il ne faut pas non plus comment dire, avoir des idées sur l'intervention à domicile. Il y a des personnes qui, de toute façon, ne veulent pas avoir d'intervenant à domicile, et tout à chacun, je crois ici, si on peut se passer le plus longtemps possible d'une personne pour venir chez soi, c'est qu'à la limite, on va bien. Ou alors, on va solliciter des aidants familiaux. Donc, les personnes, même si elles sont suivies à distance... Pensez aux aidants familiaux, là, oui, en fait. Voilà, oui. Aidants familiaux, mais aussi aidants professionnels. Ouais. Si, grâce à des technologies, je peux garder ma capacité de choix, mon autonomie, ma capacité à vieillir tranquillement chez moi sans que personne vienne m'aider à faire une toilette, m'aider à faire manger, etc. Tant que je peux garder ça le plus longtemps possible, les personnes, c'est ce qu'elles recherchent au final. Bien sûr. Et après, ce qu'elles veulent, c'est du lien social. Voilà. Donc, à quel moment je mets une aide humaine pour faire du lien social ou pas? Et là, c'est plus forcément le même sujet. Mais quand on parle d'humain, c'est ce lien social qu'on peut manquer parfois quand on a des familles éclatées ou qu'on vit dans la ruralité. Bien Et sûr. pas que. Cette thématique nous amène tout naturellement vers vous, Frédéric Haribo. Donc vous êtes à la fois dirigeante d'entreprise, on le disait, et justement aidante familiale. Comment votre proche, alors peut-être je vais vous laisser raconter ce qui vous amène ici. Oui. Votre rôle, c'est vraiment un rôle de témoin qui va raconter. Voilà, vous êtes aidante. Comment vous êtes-vous retrouvée aidante? Et comment votre proche, votre père, je crois, vos deux parents se sont équipés? Comment vous les avez équipés? Comment ils ont bien voulu ou pas à certains moments s'équiper? Comment vous avez dû, en tant que fille, finalement, parfois batailler pour que ça marche, sans trop s'opposer, mais quand même en faisant preuve de fermeté? Enfin, je ne fais que raconter ce que vous avez un petit peu dit. Donc effectivement, je suis aidante de deux parents de quasi 90 ans, 1935 tous les deux. Déjà, ils ont leur tête, leurs jambes et leurs bras, ce qui est exceptionnel les deux à cet âge-là. Je fais partie des 50% qui ont mis en place la téléassistance avant qu'il y ait un problème. Donc il y a déjà à peu près 5 ans. Ils sont basés à Toulouse. Donc c'était via le conseil départemental. La solution était Install Vitaris. Donc quand les deux étaient à la maison quand j'ai mis en place la téléassistance. Aujourd'hui, mon papa, il est en maison de retraite. Et je vais vous expliquer le processus justement. Quand j'ai mis en place la téléassistance, ça faisait quand je dis je, c'est pas que moi, c'est ma sœur et mes parents. En fait, ça faisait en partie un peu d'un plan Marshall du grand âge. Et je leur ai dit avec ma sœur évidemment, qu'en fait, le grand âge arrivait, c'était autour de 85 ans, et je leur ai dit qu'on avait toutes les deux des vies très remplies, des plannings bien chargés, et que prévenir, c'était mieux que guérir, c'était plus facile, moins cher,
moins anxiogène pour tout le monde. Et ils ont plutôt assez bien accepté ce plan Marshall. Donc la téléassistance a fait partie de plusieurs services. J'ai mis en place aussi des services à la personne, 3 différents services à la personne. J'ai remplacé la baignoire par la douche, etc. Donc en fait, il y a tout eu en même temps. Et ils étaient plutôt à fond. Alors la particularité, ils ont 2 profils très différents. Ma mère a tout de suite accepté, ancienne infirmière. Donc on a 2 téléassistances, intérieur-extérieur. Elle est toujours très mobile et elle en a besoin. Et elle dit où est mon GPS, donc elle appelle le GPS. Donc quand elle part, elle dit il est où mon GPS. Donc elle en a besoin, elle est toujours mobile, voiture et compagnie. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors ça s'est déclenché plusieurs fois. Et plusieurs fois, donc j'ai eu des gens au téléphone parce qu'on est prévenus, les aidants. Et en l'occurrence, c'était qu'elle enlevait son pull. Enfin, c'était pas une vraie chute. Et mon père, ancien ingénieur, prenait grand soin de le charger. Donc c'était toujours bien vert, nickel, et il prenait grand soin de ne pas la mettre. Donc il nous répondait toujours que vraiment, elle était bien, elle était chargée, elle était nickel, mais il la mettait pas. Et il est tombé. Il est tombé plusieurs fois pour cause de déshydratation, entre autres, qui entraîne une infection, qui entraîne des choses assez pas sympas. Et à répétition, et pour plein de raisons, on n'a pas pu faire... parce que moi, j'étais pas sur place, je suis à 300 km de mes parents. Donc mon père est rentré en maison de retraite, où on m'a certifié qu'il y avait de la téléassistance, et il n'y en a pas. Bon, donc après avoir plusieurs fois bataillé, il n'y en a pas, je le constate. Néanmoins, donc voilà, l'acceptation s'est fait quand même assez naturellement. Et on en est, pour nous, c'est quand même, pour ma soeur et moi, un motif vraiment de soulagement parce qu'on sait qu'elle l'utilise. Et je tiens quand même à préciser qu'elle est tombée une fois cet été. J'étais là, c'était pas sympa parce qu'on entend bien le gros boom. Mais pourquoi ? Parce que c'était pas dans le département du 31, parce que la téléassistance est géolocalisée. Et en l'occurrence, c'était on parlait des rituels. Les rituels du lever, du pipi la nuit, etc. Et donc, elle s'est levée sans allumer, sans mettre ses lunettes, parce qu'il faut aller plus vite, il y a une urgence. Et donc, elle s'est pris les pieds dans ce qu'il ne fallait pas se prendre dans la maison de campagne, qui n'est pas équipée comme la maison principale. Et donc là, fracture et compagnie. Donc, la téléassistance n'a pas suivi son GPS, comme elle dit, n'a pas suivi sur la maison de campagne. Et donc ça, c'est le côté géoloc, qui est une fonctionnalité qui existe sans doute, mais que je n'ai pas exploré, qui serait chouette. Ça aurait sans doute évité ça. J'ai été sur place, heureusement, donc j'ai pu gérer ça, quoi. Donc voilà la genèse de la mise en place. Ça fait aujourd'hui 5 ans et on en est vraiment très contents. Au niveau de l'IA, parce que le thème c'est quand même l'IA, je crois que c'est Bezos qui disait, Jeff Bezos, alors je sais pas, c'est hasardeux de citer Bezos, mais c'est difficile de parler d'un besoin que le client lui-même n'a même pas identifié. Et lui, il était vraiment pro pour l'expérimentation, tester, réussir, c'est se planter 100 fois. Et j'aime bien ça, c'est qu'en fait, si on interroge les consommateurs, souvent, ils ne savent même pas ce dont ils ont besoin. Ils veulent que ce soit mieux, mais le mieux, ils ne savent pas le définir. Donc, je pense que déjà, il faut tester plein de choses. Et moi, en tant qu'aidante, je suis très enthousiaste sur l'IA, sous certaines conditions, à savoir que je pense que tous les capteurs, tout ce que je vois partout et autres, il ne faut pas qu'ils soient au courant. Moi, j'ai signé une procuration avec la banque. Et je pense qu'il peut y avoir une procuration sur l'IA, c'est-à-dire que mes parents, ils ont confiance en moi. Je leur dis qu'il y a des capteurs, c'est pas la peine de leur dire où ils sont, parce que ça va les encombrer. Et ils vont avoir peur, ils vont se dire « Oh là là, je suis surveillée de partout ». Juste, ils le savent, ils sont informés, ils font partie de la démarche, mais c'est pas la peine de les encombrer. La deuxième, trop d'infos tue l'info. Donc si on me donne plein de data, plein de données, plein de courbes prédictives et tout ça, c'est beau, ça fait des beaux dashboards. Mais moi, en fait, j'ai pas méga le temps de l'analyser je sais pas forcément quelle décision prendre. Donc moi, en l'occurrence, sur tous les objets connectés, les détecteurs de fumée, mes parents, ils n'ont pas l'Alzheimer, donc ils vont pas allumer, voilà. En revanche, mon père, il se déshydrate. Donc moi, le seul capteur qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il a bu
et quelque part que la téléassistance ou le coach, ça peut devenir un coach de vie, me disent ok, aujourd'hui il n'a pas bu, donc je sais que je vais le contacter dans ce sens-là. La troisième, je trouve, condition, ce serait qu'effectivement ça déshumanise pas trop. Si on arrive, moi, mes parents, le temps que je passe avec eux, il est précieux. À chaque fois, je me dis que c'est la dernière fois que je les vois. Donc si c'est pour dire, hey, t'as vu ton dashboard là, franchement, c'est pas génial, tu devrais marcher un petit peu plus. Est-ce que c'est à moi à le faire déjà? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Ce temps, encore une fois, il est précieux et il doit rester humain. Et pour moi aussi, je trouve que c'est sorti tout seul quand on en a parlé en préparant la conférence. Téléassistance, c'est pas téléassisté. Donc, c'est pas parce qu'il y a télé, il y a assistance que je suis assise dans un fauteuil à rien faire. Donc, c'est pas téléassisté. Donc, certes, ils ont ça, mais c'est pour permettre de garder effectivement la mobilité, ce qui est vraiment le cas pour ma mère. Donc pour moi, c'est ces conditions. Et évidemment aussi, on parlait des data, des données. Ce sont des données médicales. C'est vrai que ce sont des données qui appartiennent, je crois, à ceux qui les ont collectées, donc à savoir l'industriel ou la solution. Moi, j'aime autant que ça reste la propriété de l'industriel et pas forcément que ça se transmette à des partenaires ou voilà, j'ai signé un contrat avec un partenaire avec qui j'ai confiance. Et voilà, les données de santé un peu sensibles, je préfère les garder avec le partenaire avec qui j'ai signé, quoi. Mais c'est vrai que quand on a préparé cette table ronde, vous disiez que finalement vous vous étiez très peu questionné sur la question de l'intelligence artificielle. C'est finalement le fait d'en discuter ensemble qui fait que cette question de la protection des données, vous vous la êtes vraiment posée. Et ce que je trouve vraiment assez remarquable dans votre témoignage extrêmement clair et dans lequel je pense qu'on va être nombreux à se retrouver, c'est qu'on a l'impression que vos parents finalement vous ont fait confiance et qu'ils l'ont un peu fait pour vous rassurer, pour vous tranquilliser. Pour nous laisser tranquilles. Voilà, pour vous laisser tranquilles. Ma mère, comme elle a été infirmière, je pense qu'elle a en tête la galère que c'est quand on doit générer un col du fémur ou quand on doit gérer une solution compliquée. Et on sait qu'en général, c'est le début de la fin, hein, malheureusement. Donc, en fait, à des fins de nous préserver, c'est vraiment pour les enfants et les petits-enfants, hein, c'est pour passer le plus de temps qualitatif. En fait, elle s'est dit, je vais tout mettre en place. Et la dernière fois, c'est assez drôle, hein, parce que donc elle m'a parlé donc, du GPS. Et elle m'a parlé, il faudra que tu m'installes le Google qui parle. Le Google qui parle. Bon, c'était assez drôle. J'ai compris, mais c'était sa manière de me dire qu'elle avait envie d'avoir Alexa. Elle a 90 ans quand même, c'est assez dingue. Et aussi, il y a un paramètre important. Je pense que les différents services, vous parliez de l'interopérabilité des services. Moi, j'ai beaucoup de services à la personne qui passe à la maison tous les jours. C'est hyper joyeux, il y a plein de jeunes, il y a bonne ambiance et tout. Et j'ai demandé à certains, l'auxiliaire de vie notamment, de vérifier toujours qu'elle avait ses bracelets, son médaillon quand elle bougeait. Et donc, c'est pas son job. Enfin, c'est pas son job. Elle a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, je sais qu'elle le fait. Et donc, je sais que c'est en fait une prise en charge un peu globale qui fait qu'aujourd'hui, en effet, c'est un petit miracle qu'elle en soit là où elle en est. Je parle de ma mère. Mon père, il est déjà en institution. Mais c'est un petit miracle qu'elle soit encore là, de cette manière-là, avec cette autonomie-là. Et c'est certain que c'est la mise en place d'un certain nombre de services qui a fait que ça marche, quoi. Pour l'instant, Inch'Allah. Écoutez, c'est vraiment, en tout cas... bravo pour votre témoignage, je le trouve vraiment remarquable. Alain, est-ce que vous voulez conclure sur le témoignage et tout ce qu'on a pu dire ça? Vraiment, on sent que l'humain est au centre de tout, quand même, hein, malgré tout. Je vais retenir une chose qu'a dit Frédéric. D'abord, merci pour ce témoignage. Tu as parlé effectivement que tu ne voulais pas être envahi par les datas, que tu voulais que ça soit simplifié. Donc éventuellement qu'un professionnel des services à la personne ou un ergothérapeute, à partir des données, te les traduise en actions qu'il faudrait mettre en place, ou pas d'ailleurs, parce qu'au final, ça reste ton choix. Donc je retiens ça. Je retiens aussi, encore une fois, que téléassistance, c'est peut-être pas le bon nom, parce que là, il y a un vrai problème, et pour le coup, le mot est stigmatisant. Oui, mais comme maintien à domicile, hein.
Pour moi, c'est maintien dans un coma artificiel, maintien en vie, maintien, c'est pas maintien. Mais bon, après, c'est un autre débat. Hein. Mais... Maintien, c'est coercitif. Et c'est un autre débat, effectivement. Et on me fait signe qu'il faut arrêter là. En tout cas, merci infiniment pour la qualité de vos interventions et cette table ronde. Merci à tous. Merci à vous.